Bonsoir à tous. Je vois, on ferme la porte, le dernier, c'est bon. Voilà. Merci de votre présence. Quand j'ai réfléchi à la programmation 2022, ayant fait des études d'histoire, je me suis dit 2022, c'est 100 ans après 1922. Mais je pense que je suis, et je reste modeste, un des rares Français à savoir ce que signifie 1922. Pour les Français, la guerre de 14 est terminée, c'est pas une date particulière. Et je savais, puisque je suis arrivé en 2021, c'était les 200 ans de 1821, je me suis dit, après 1821, il y a 1922, et le grand sujet historique ou de commémoration historique en Grèce cette année, ça va être le centenaire de ce qu'on appelle la Grande Catastrophe. Ce n'est pas un événement français, même si la France a participé diplomatiquement à toute cette affaire depuis le traité de Versailles jusqu'au traité de Lausanne. Mais j'ai toujours considéré que l'Institut français devait vivre à côté de la société grecque, c'est-à-dire être partie prenante des grands sujets qui intéressent la société grecque. Et il m'a paru naturel que l'Institut français participe modestement à la commémoration de 1922. Alors nous l'avons fait, ça a déjà commencé, sous la forme de dessins. Et je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, d'aller voir l'exposition dans notre cafétéria de dessins d'immeubles ou de maisons construits pour les réfugiés. Exposition de dessins faite par Nicolas Hubèche, qui je crois est dans la salle, et que je trouve remarquable parce qu'il redonne de la beauté à ces monuments, à ces bâtiments, que de manière générale les gens trouvent plutôt laids ou dégradés. Eh bien, vous arrivez à les transcender, à les sublimer et à en montrer finalement le charme, et le charme qui est lié à la vie qui a été vécue. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert, et je trouve ces dessins extrêmement touchants. Aujourd'hui, avec 2 romans graphiques consacrés à 2 histoires de réfugiés, donc Manoli d'Alain Glikos. Je vais pas, vous êtes le fils d'un réfugié grec d'Asie mineure qui finalement est arrivé en France, y a fait sa vie. Et alors, je crois que c'est votre nom de plume, Soloup, pour un roman graphique, Aïvali, qui a été écrit en grec, mais qui a été aussi traduit en français, donc c'est formidable. Nous avons un livre français traduit en grec, Manoli, Manolis de Vourla, qui est devenu le roman graphique Manolis, et Aïvali, livre écrit en grec, roman graphique, traduit en français. Et vous aurez à l'issue de cette petite conférence la possibilité de les acheter et peut-être de les faire dédicacer par les 2 auteurs. Alors ce soir, on va parler de l'aspect extrêmement humain de cette tragédie, de cette catastrophe, puisque ce sont des histoires individuelles de personnes qui ont vécu ce nettoyage ethnique, appelons-le comme ça, ces massacres, ces déracinements. La semaine prochaine, nous aurons quelque chose de plus froid, peut-être de moins chargé d'émotions, puisque nous avons le mardi prochain, 11 octobre, une conférence d'universitaires sur cet événement, où nous avons à la fois, non pas des points de vue, parce que ce sont des historiens, c'est-à-dire des gens capables de regarder les choses sans passion et avec rigueur et honnêteté. Nous aurons un historien français qui enseigne à Athènes, un universitaire grec de l'université de Thessalie, un universitaire turc, mais qui a tenu la chaire d'histoire ottomane au Collège de France, c'est-à-dire une des plus grandes institutions universitaires françaises, et Maria Ilious, qui a fait un film sur Smyrne. Et nous aurons le lendemain, nous mettons à profit la présence de cet historien turc, mais qui, je le répète, a enseigné au Collège de France, une garantie d'excellence, et qui va essayer de comprendre, pas de comprendre, mais de lancer une réflexion sur l'histoire ottomane,
le titre est un peu accrocheur, entre accaparement turc et rejet grec, parce que nous avons une histoire commune de plus de 4 siècles, et qui a été instrumentalisée par l'un des camps en faisant une histoire nationale, ce n'est pas tout à fait, et qui, et bien entendu, le mot est sans doute exagéré, et qui, côté grec, suscite un rejet. Voilà. Comment est-il possible d'avoir une lecture ou une compréhension commune de cette histoire dans cette région du sud-est de l'Europe? Voilà, j'ai trop parlé, je vais laisser la parole désormais à nos invités, et je salue la présence pour la présentation et la modération de cette soirée de Giannis Koukoulas, historien de l'art spécialisé dans l'histoire de la bande dessinée, et qui peut-être d'ailleurs nous expliquera la différence entre une bande dessinée et un roman graphique. Ce n'est pas simplement un mot destiné à valoriser la bande dessinée, c'est autre chose que la bande dessinée. Moi, ça m'a fait penser un peu au cinéma, ce qu'on appelait, quand on fait un film, le réalisateur dessine les plans, avec, bien entendu, le texte du récit sous chacune des vignettes. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je vous remercie de votre présence pour ce deuxième événement des commémorations 1922, et j'espère que certains d'entre vous pourront également nous rejoindre la semaine prochaine pour les 2 événements dont je vous ai parlé. Merci. Νομίζω ότι θα ακούγεται. Ακούγεται. Bonsoir et merci à tous de votre présence et de la belle discussion que l'on attend. Je me sens à la fois heureux et ému d'être parmi 2 artistes. Tout d'abord, un très bon ami, Antonis Soloup, et un nouvel ami, Alain, que je viens de connaître ce soir personnellement, mais à travers son œuvre, j'ai senti que c'est vraiment un ami, et je crois qu'après cette discussion, nous allons devenir tous amis entre nous. L'existence de ces 2 romans graphiques, ce n'est pas une coïncidence, monsieur le directeur l'a bien précisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'était un événement très important pour l'histoire de la Grèce, l'histoire de l'Europe, il y a plus d'1 siècle, et cet événement est encore vivant de nos jours. Les événements qui ont lieu de part et d'autre de l'Égée, avec des victimes grecques et turques, tout d'abord donc des êtres humains, des citoyens, ce ne sont pas des événements que l'on peut oublier, et peut-être qu'ils sont restés dans l'oubli, ou que la politique officielle les avait placés dans l'obscurité, de façon délibérée ou non. Peut-être que la mémoire aussi n'est pas si forte, mais le temps ramène tout cela à notre mémoire. Ces deux romans, donc l'un réalisé par un artiste grec et traduit en français et dans d'autres langues, et l'autre par un créateur français et traduit en grec. Et ces 2 œuvres parlent du même événement, avec des similitudes et des différences. Avant de donner la parole aux artistes eux-mêmes, j'aimerais situer un contexte dans lequel ces œuvres ont été réalisées, à savoir la réalité très importante des BD grecques, des bandes dessinées grecques. La France, c'est un pays qui a une vaste tradition dans la bande dessinée, et cela n'est pas quelque chose de nouveau, de novateur pour la France. La France a toujours eu une production que le reste de l'Europe ne saurait égaler. Mais en Grèce, nous n'avions pas une telle tradition. Nous sommes en train de la créer. Ces dernières années, de nombreux ouvrages et de nombreuses œuvres ont été réalisées concernant l'histoire, et surtout pour 1922 et le déracinement Thanasis Petro, le 1922-1923, et pour le passé
plus anciens, 1821, Thanasis Karaballos, et la Deuxième Guerre mondiale, un recueil, un ouvrage de Yorgos Malisiovas, des ouvrages qui touchent l'histoire, parfois en tant que fiction ou en tant que documentation, des ouvrages que nous n'avions pas il y a 20 ans et qui abondent actuellement. Dans ce contexte, donc, il n'est pas étrange de constater que des œuvres concernant 1922 ont été réalisées. Toutes deux ont une spécificité commune et que les auteurs vont nous analyser. Ce sont des ouvrages réalisés pour des personnes protagonistes et ils ne parlent pas de l'histoire comme d'un événement impersonnel, comme quelque chose qui est arrivé, tel une némésis ou quelque chose qui a eu lieu au-delà des forces et des possibilités humaines. Et les conséquences ont été peut-être telles, mais les protagonistes et les victimes de cette histoire, ce sont les êtres humains. Et dans les deux cas, les êtres humains, ce sont des personnes qui étaient des parents des personnes ici présentes. Alain Glikos écrit un livre dont le protagoniste est son père à un très jeune âge. Et Solloup écrit un ouvrage dont le protagoniste est lui-même. Vous allez me dire, il n'était pas vivant en 1922, mais il voyage dans ces patries, dans ces lieux où il rencontre les personnes du passé, parmi lesquelles il y a ses grands-pères et ses grands-mères, et peut-être d'autres personnes qu'il n'a pas rencontrées dans la réalité, mais qu'il le sent si familière, si proche, qu'il peut dialoguer avec elles et boire un café avec eux à Mytilène. Avant de donner la parole aux deux créateurs, pour situer cette communauté des deux œuvres, vous me permettrez de lire deux petits fragments des livres et par la suite, je donnerai la parole à Alain en lui posant une question et en amorçant la discussion. Tout d'abord, dans le livre d'Alain, et il y a aussi une belle coïncidence, c'est Solloup qui fait l'introduction, et Solloup mentionne que les 3 stades de la mémoire d'un réfugié de Manolis de Vourla, c'est-à-dire le protagoniste du livre, sont rendus très en relief dans le récit d'Alain et les dessins d'Antonin. Des mémoires d'enfants, des odeurs, des amitiés de Manolis qui s'effondrent brutalement à mesure que le monde autour d'eux s'embrase. Un paradis perdu, la réalité un jeune réfugié qui est dur, un autre monde qui apparaît brutalement, une maturation très brutale. Il n'y a pas de retour. La route va seulement de l'avant. La fin de cette route, c'est l'existence de la personne qui est assise à ma droite, c'est-à-dire le fils du protagoniste de ce livre. Et dans l'avant-propos du livre de Solloup, rédigé par Bruce Clark, Solloup signale le désarroi par lequel les relations humaines personnelles se croisent avec les rapports entre les pays, les religions et les communautés. Dans la rencontre d'un visiteur grec à Ivali avec une famille turque, il nous montre combien il est facile que les personnes s'attachent venant de part et d'autre du miroir gréco-turc. Et il nous rappelle aussi que les démons du passé ne sauraient être exorcisés par juste une parole et une tasse de café. L'aspect optimiste et l'aspect pessimiste. Alain, comment as-tu pu réaliser un livre dont le protagoniste est ton père? Est-ce que tu te souvenais de tout ce que tu y racontes? Est-ce que c'est de la fiction jusqu'à un certain point? Tu réalisais cela et tu avais des larmes aux yeux? Samo risipoli na milisu stalenika la distikos ta helenika modani ni poli. J'aurais aimé parler en grec, mais mon grec n'est pas très bon, malheureusement. Oui, des larmes, il y a surtout des larmes de mon père quand il racontait.
Dans le premier roman que j'ai écrit, qui raconte le cheminement que j'ai fait pour aller en Crète, retrouver les traces de mon père quand il est arrivé en Crète, retrouver ma tante, etc. Dans ce roman, je commence le roman en écrivant « Cette histoire a dû exister, elle est des soirs où mon père raconte ». Et en fait, ensuite, je continue en disant que elle s'écrit, mais c'est peut-être ça le travail de l'écrivain d'ailleurs, elle s'écrit à la manière dont un archéologue reconstitue un morceau, enfin une œuvre, par exemple un vase. Tout à l'heure, j'étais au musée archéologique d'Athènes et il y avait un énorme vase et il n'y avait que 3 petits morceaux. Et pourtant, le vase était reconstitué, évidemment avec du plâtre, etc. Et l'histoire de mon père, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il avait 7 ans quand il est arrivé quand il a quitté l'Asie mineure. Une partie de sa famille a été massacrée, son père a été tué. Il est monté sur un bateau avec sa grand-mère et finalement, il lui a fallu plusieurs mois pour savoir où se trouvaient sa mère et ses frères et sœurs. Mais il n'avait que 7 ans. Or, il me raconte cette histoire. Il la raconte, je lui pose des questions. Il a une très bonne mémoire, mais quand même, quand il me raconte cette histoire, elle est lointaine. Donc moi, l'auteur que je suis va devoir interpréter tout ce qu'il n'y a pas dans son discours. C'est-à-dire faire le travail d'un archéologue. Je vais prendre les fragments de son discours. Certains sont probablement intacts dans sa mémoire, d'autres sont déformés, lui ont été racontés. Et puis lui-même, finalement, quand il le raconte, est-ce qu'il n'oublie pas des choses ? Et moi, je reconstitue tout ce travail, je reconstitue cet objet. Et ce livre, c'est comme une amphore d'archéologue. Il y a les morceaux d'exactitude, et puis il y a le mentir vrai, c'est-à-dire ce qui permet à un livre de se construire. C'est un aller-retour, une oscillation permanente entre la vérité et l'exactitude, entre le mensonge et la vérité. Mais comme dit un grand écrivain français, dans la littérature, rien n'est exact, mais tout est vrai. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, je pense, parce que après, il y a le travail des historiens, il y a le travail... Mais moi, ce qui a été pour moi important, c'était de restituer ce que mon père avait raconté et comment moi je l'ai interprété, comment je l'ai réécrit avec mes propres émotions. Parce que vous m'avez posé des questions sur les larmes. Il y a les larmes de mon père, mais l'encre avec laquelle j'ai écrit ce livre et ces livres s'est mêlée aussi à mes propres larmes. Donc c'est un livre qui doit être un peu salé quand même. Είναι αυτονόητο ότι η ερώτηση κάπως... Il va de soi que c'est la même question que je t'adresse. Ce n'était pas ton père, c'était des ancêtres un peu plus anciens, mais toutefois, tu as réalisé cette œuvre comme si c'était toi-même qui vivais cela. Comment est-ce que cela résultait? Bonsoir. Je voudrais commencer en remerciant l'Institut français de son aimable invitation de nous retrouver ici ce soir avec Alain et Yanis comme modérateurs sur un sujet qui est émotionnellement très, très fort, très vif dans la conscience grecque, chez le grec moyen. Je dirais beaucoup de choses parallèles au propos d'Alain, parce qu'il y a aussi une application personnelle et familiale dans cette mémoire et ces récits de réfugiés. Mes 2 grands-pères et mes 2 grands-mères
ont vécu. Voilà, c'est Yaya, la grand-mère Maria que vous voyez maintenant. Et j'avais beaucoup de récits de cette grand-mère Maria. Et tout cela, à un certain moment, a été refoulé. J'ai lu quelque part qu'après l'âge de 40 ans, ces mémoires reviennent vous rendre visite en quête d'identité. Et l'intérêt dans nos œuvres, à Alain et à moi, Alain, c'est la deuxième génération de personnes réfugiées, et moi, je représente la troisième génération, c'est-à-dire les récits qui m'ont été racontés par les grands-pères et les grands-mères. Alain fait une très belle comparaison par rapport aux fragments des vases antiques tels que nous les voyons dans les musées et qui ont été reconstitués et qui ont été complétés par les archéologues pour leur redonner une forme de vase. Et il en va de même dans mon livre. Moi, j'aurais utilisé le terme de puzzle. Il y a 6 chapitres dans mon livre. Le premier et le dernier, le 6e, concerne l'histoire dans laquelle j'apparais moi aussi, un voyage d'une journée de Mytilène à Aïvali, et les chapitres intermédiaires qui opèrent un retour dans le passé, décrivent des récits personnels de 4 hommes de lettres. Ce sont des textes littéraires, mais qui concernent davantage la mémoire et le témoignage personnel. Ce sont d'importants hommes de lettres, Fotis Kondoglou et Ilias Venezis, de la génération de 1930, et qui ont écrit sur cette expérience tragique des Grecs avec des ouvrages très importants pour la littérature grecque, Aïvali, ma patrie. Il y a donc un autre texte aussi de la sœur de Ilias Venezis. Et ce qui est intéressant dans le cas de mon livre, et c'est peut-être cela qui a suscité aussi les traductions qui en ont été faites. C'est pas seulement un regard personnel, mais quelque chose de plus. Il y a aussi un écrivain turc, Ahmet Yurulmaz, qui est d'origine turco-crétoise, c'est-à-dire que ses parents étaient nés à Lacanais et sont passés dans la Turquie contemporaine dans le cadre de l'échange de population dans le cadre du traité de Lausanne. Et donc, dans le cadre de contexte des maisons contemporaines d'Aïvali, Aïvalik ou Kidonia, comme les Grecs le connaissent, ces maisons, ces habitations ont accueilli deux vies, celle des Grecs réfugiés qui sont partis et des personnes qui les ont habitées par la suite et qui étaient eux aussi des réfugiés dans le cadre de l'échange de population. Pour revenir à ce qu'a dit Alain, ce sont des reconstitutions entre des récits, des descriptions personnelles et différents éléments que nous avons lus et imaginés. Et il y a donc un élément personnel. Et les histoires que je vous ai signalées, qui ont été rédigées par les auteurs que je vous ai mentionnés, comportent toujours cet élément personnel. Ce n'est pas l'histoire des guerres, des accords, ce ne sont pas les ouvrages historiques que nous avons lus, ce sont des expériences personnelles, les petites histoires vécues par les personnes telles qu'elles ont vécu l'histoire avec un H majuscule en tant que victime. Je vous remercie. Et comme votre présence est très importante ici, moi, je voudrais ne pas jouer ce jeu de questions-réponses. Vous pouvez le faire entre vous et avec le public. Mais il faudrait que les
personnes qui investissent dans un tel processus, c'est-à-dire que les éditeurs en sortent valorisés. Le livre d'Alain est apparu en 2018 en France et en Grèce, il a été traduit très récemment et il est sorti en 2022 aux éditions Mikros Eros et qui font ces dernières années, ce sont des éditions qui essayent de publier de tels ouvrages. Le livre d'Andonis Soloup est sorti en 2014 en Grèce et il est réédité constamment et traduit dans d'autres langues aux éditions Kedros, qui représente aussi le monde des éditions sur ces sujets. Et maintenant, vous connaissez bien et je crois que vous n'avez pas besoin de mon entremise. Je poserai tout d'abord à Alain la question suivante. Alain, quand tu as réalisé cet ouvrage, est-ce que tu avais comme public cible en tête le public français, le public grec ou bien à la fois les Grecs et les Français? C'est pour qui que tu as réalisé ce livre? Pour eux ou pour toi-même? Moi, je n'écris que pour moi-même. Donc, mais je pense que quand on écrit, l'écriture est un acte très solitaire. On est tout seul dans son bureau. Moi, j'écris le soir. Dans la maison, tout est fermé, tout est éteint. Il n'y a que mon bureau qui est allumé. Et là, je ne me préoccupe que de ma relation au point-virgule et aux verbes et aux adjectifs qui sont en trop. Donc, c'est un acte très solitaire. Mais cette solitude, j'espère qu'elle rencontrera d'autres solitudes. Parce que l'acte de lire est aussi un acte de solitude. Et donc, quand on n'écrit pas pour quelqu'un, on écrit pour soi, mais en espérant que cette bouteille à la mer sera trouvée par quelqu'un. Je me souviens quand j'ai écrit Parle-moi de Manolis, j'ai écrit pour moi ces souvenirs avec ma vieille tante en Crète, etc. Et ce qui me faisait plaisir, c'est quand je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, ça me rappelle mon grand-père portugais, ma grand-mère algérienne, etc. » Je disais « Alors c'est réussi. C'est réussi. Ça veut dire que j'ai parlé pour moi de ma tante crétoise, mais ça a parlé à d'autres. » C'est le côté un peu universel. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce que disait Soloup tout à l'heure à propos de l'histoire. Je crois qu'en grec, c'est pareil. Le mot « histoire » désigne aussi bien les histoires que l'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment, et puis l'histoire que l'on raconte dans les livres d'histoire, dans les collèges, dans les lycées ou à l'université. Est-ce que c'est pour que les peuples s'endorment ? Il y a une émission de radio à France Culture qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire. Je crois que l'histoire, c'est de toute façon un récit qui est forcément fabriqué. Et quand tout à l'heure le directeur de l'Institut parlait de la semaine prochaine ou de demain, je ne sais plus, qu'il y aurait des historiens très sérieux, très objectifs. Il n'y a pas d'histoire objective. L'histoire, elle est toujours construite, fabriquée, avec soit des intentionnalités politiques, c'est-à-dire donner le sentiment à un peuple qu'il appartient à une même communauté, de façon un peu artificielle, soit pas forcément de façon politique et intentionnelle, mais parce que de toute façon, un scientifique, c'est toujours un être humain, un sujet qui écrit avec sa subjectivité. Et donc, forcément, comme le disait Soloup tout à l'heure, ces textes qu'on a écrits, d'ailleurs, ce que je crois, c'est que ces textes contribuent aussi à l'histoire. Il n'y a pas d'un côté la littérature et puis de l'autre côté les historiens. Je crois que la littérature contribue à l'histoire. On le voit très bien avec des gens comme Balzac, par exemple, qui ont été probablement des grands historiens, des grands anthropologues et des grands sociologues de la société du 19e siècle français. Donc, mais je ne sais pas si je réponds
à la question. Ce qui est sûr, c'est que je voulais rajouter quelque chose à propos du roman graphique. Je parlais tout à l'heure de mon interprétation, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas moi qui ai fait les dessins. J'ai rencontré un jeune dessinateur qui s'appelle Antonin. D'ailleurs, Antonin, c'est Adonis en grec. Antonin, il est français, bien français. Le hasard a voulu simplement que son arrière-grand-père était soldat français en Turquie après la Première Guerre mondiale. Et il a été prisonnier en Turquie après la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a adapté le roman Manolis de Bourla, on le lisait ensemble et il faisait sa propre interprétation avec ses dessins. Et je me souviens qu'il me disait, par exemple, « Ah non, non, mais ça on ne peut pas le faire en bande dessinée, c'est pas possible. » Et donc, il interprétait, il réécrivait. Donc, ce roman graphique, c'est l'histoire racontée par mon père, entendue par moi, restituée par moi, et ensuite restituée avec les dessins d'Adonis. Alors, quelle belle vérité quand même, hein. La question est la même. En 2014, tu as réalisé un livre concernant 1922, et même pas parce qu'il y avait la commémoration de ce centenaire et que j'allais un peu exploiter cela, comme cela peut-être a été le cas le centenaire de 1821. Et il y a eu énormément d'événements dans le cadre de cette commémoration. Toi, pour qui as-tu réalisé cela? La réponse ici est la même que celle d'Alain. C'est le besoin lui-même qui a donné lieu à ces livres. C'était mon besoin personnel de me confronter à mon histoire personnelle, à mes racines. Et le livre est sorti d'un voyage réel que j'ai réalisé à Ivali. Et j'avais donc l'ouvrage de Fotis Kondoglou qui décrivait les maisons que je voyais devant moi. Et les mémoires des récits de mes grands-pères et de mes grands-mères sont arrivés à la surface. Et je voyais ces maisons, ces habitations ottomanes dans lesquelles résidaient les occupants grecs. Et dans une petite île près de Aïvali, j'entendais des personnes qui parlaient le grec avec l'accent crétois, et c'était des turco-crétois qui étaient venus là, et on entendait les chansons et tout cela était donc très fortement émotionnel pour moi, et c'est de cela qu'est sorti Aïvali. C'était pour des raisons personnelles d'identité. Ce voyage, je l'ai réalisé, je crois, en 2011. Il m'a fallu 3 ans pour faire le roman graphique Aïvali, qui est paru en 2014. Et comme tu l'as dit, Yanis, il n'y avait aucune pensée concernant cette commémoration que nous vivons actuellement. Ce n'était pas le motif. Et j'ai un autre scénario en tête concernant 1922, mais je ne vais pas le réaliser cette année parce que je ne veux pas qu'il corresponde à une réalité qui ne me concerne pas tellement. Et précisément parce qu'il y a un besoin personnel pour écrire quelque chose, je crois que j'ai constaté cela auprès de nombreux lecteurs, surtout en Turquie, paradoxalement, parce que vous savez très bien que vous soyez grec, français ou autre, vous connaissez bien les tensions qui existent entre les deux pays. Et les Turcs, en 2014, lorsque le livre a été publié, on ne se souvenait plus de ce traité de Lausanne, et actuellement, Erdogan ne parle que de ça. Ce livre, pendant 8 ans, n'a cessé d'engendrer des éléments, un usage universitaire, des traductions, etc. Et c'est
précisément parce que c'est une question vivante, brûlante pour tous et dans les relations gréco-turques. Et vous voyez, aujourd'hui même, en Saint-Instant, nous parlons, il y a des choses qui évoluent concernant les questions de la paix, de la coexistence, du nationalisme, du fanatisme religieux, des réfugiés qui partent du littoral de Mytilène, et tout cela continue de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas donc une littérature que l'on met sur les rayons d'une bibliothèque. Cette littérature concerne une réalité qui existe encore aujourd'hui. Et j'en profite et j'adresse la question à tous les deux. En Grèce, de façon très intense, et dans le reste de l'Europe, toutes et tous, nous vivons le drame de ces personnes qui viennent de très loin en tant que réfugiés, en quête d'une vie meilleure ou tout simplement d'une vie ou d'une survie. Vos livres, à tous deux, je n'aime pas parler de l'art en termes de didactique et de pédagogie et d'usage pédagogique, etc. Mais ici, c'est inévitable. Ce sont des ouvrages qui, s'ils sont lus par quelqu'un qui va crier les étrangers dehors, est-ce que cela pourrait les dissuader, les transformer? Des livres qui parlent du problème des réfugiés d'une manière lyrique, est-ce que cela pourrait aussi fonctionner dans ce sens pour le présent et pour l'avenir? J'aimerais répondre moi tout d'abord et après que Alain réponde. En 2015-2016, Aïvali a été présenté à Clermont-Ferrand et on m'avait aussi permis d'avoir un espace d'exposition. Et j'ai été impressionnée par le fait que les Français, de tous âges confondus, et il y avait des personnes âgées qui venaient et qui regardaient donc la bande dessinée en grec, Aïvali, et ils me demandaient: est-ce qu'une telle chose a eu lieu en Europe? C'est un moment historique de l'Europe. La catastrophe d'Asie mineure et l'échange des populations qui était totalement méconnu en Europe. Et j'ai été impressionnée par cela, en constatant cela en France. Et je pose la question à Alain. Comment cette histoire-là, donc Alain, aujourd'hui, comment elle paraît aux Français aujourd'hui? Sur plusieurs choses, de réagir à plusieurs choses. D'abord, pour le traité de Lausanne, je voulais dire que mon oncle, un de mes oncles, a été échangé au traité de Lausanne, un frère de mon père. Je voulais également dire qu'en 1998, après je répondrai à ta question, en 1998, j'ai amené mon père en Turquie, à Vourla, pour qu'il voie l'endroit où il était né, où il avait vécu. Il se souvenait d'ailleurs très très bien de tous les lieux, etc. Mais au début, on n'a pas trouvé le quartier où il avait habité, qui s'appelle Siramakhale. Et il y a un vieux monsieur qui s'est approché de nous et qui nous a dit mais qu'est-ce que vous cherchez? Il ne savait pas dans quelle langue nous parlait. Il nous parlait en anglais, il nous parlait en allemand. Et mon père, à mon grand étonnement, qui avait à l'époque 83 ans, lui a dit mais tu ne parles pas grec? Et le Turc lui a dit mais oui, je parle grec. Et en fait, ce Turc était un grec de Crète, un Turc de Crète, qui avait été échangé au traité de Lausanne. Et il nous a raconté que quand ils sont arrivés avec son père et sa mère en Turquie, ils ont failli être tués par les Turcs parce qu'ils ne parlaient pas turc et qu'on les prenait pour des Grecs. Voilà, ça c'était un échange du traité de Lausanne. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que pour parler de l'actualité et répondre à la question j'ai oublié votre nom, mais en
En 2015, mon père aurait eu 100 ans. Alors pour ces 100 ans, je me suis dit quand même, il faut que j'aille en Grèce. Et je suis allé dans l'île de Kio. Euh, et j'avais un... Pourquoi l'île de Kio? Parce que j'avais trouvé un petit hôtel, les pieds dans l'eau, comme on dit, juste en face de Tchesme. Et Tchesme, c'est la ville où mon père est parti en 1922. Donc, depuis l'hôtel, j'apercevais Tchesme, je voyais les lumières. Je me disais, voilà, en 1922, mon père est parti de là. Et puis le deuxième soir, vers minuit, j'ai entendu beaucoup de bruit. Je suis descendu et il y avait un Zodiac qui arrivait avec 45 Syriens. Des femmes, des nourrissons, des petits-enfants. Alors on est descendu avec mon épouse et puis on les a secourus. Et puis pendant plusieurs soirs, tous les soirs, il y avait des Syriens qui arrivaient. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec dans les bras un petit garçon qui avait 7 ans. C'est-à-dire qu'il avait l'âge qu'avait mon père quand il a quitté la Turquie. Et j'avais l'impression que la boucle était bouclée. C'est-à-dire que le drame de 1922, j'étais en train de le vivre en 2015. Alors ce petit garçon, évidemment, il parlait arabe, il était musulman, mais c'était un petit garçon. Et lui et mon père, à eux deux, représentaient l'humanité. Voilà. Mais ta question, c'était quoi? Mais peut-être que j'ai répondu. Comment aujourd'hui, c'était une question de Yanis, comment aujourd'hui on conçoit, en particulier en France, une telle histoire, on appréhende une telle histoire à travers les lectures de tes récits? Comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, en France, la catastrophe d'Asie mineure est absolument inconnue. Lorsque j'en parle, les gens lisent mes livres, ils disent « Ah bon, mais on connaissait le génocide arménien, mais on n'avait jamais entendu parler de ça. » Donc en général, j'y vais de mes explications historiques, pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors je me dis des fois, même le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce est passé à côté parce que nous, on avait droit au bicentenaire de Napoléon. Donc là, vous comprenez bien que Napoléon, c'était plus important pour les Français que le bicentenaire de la Grèce. Et quant à 1922, ça, les gens ne le savent absolument pas. Ils ne connaissent pas le traité de Versailles, ils ne connaissent pas le traité de Lausanne. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent, si vous voulez, l'histoire, elle est myope ou presbyte, ça dépend de l'âge, hein. Et des fois, elle est même aveugle, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à l'histoire de son propre pays, et souvent, on ne s'intéresse même dans l'actualité qu'aux événements qui nous concernent directement. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de l'Ukraine, parce que finalement, on se pense que c'est très proche de chez nous, que c'est dangereux pour nous, etc. Mais qui parle aujourd'hui de ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine? Qui parle du Yémen, où il y a une véritable tragédie humanitaire qui se passe en ce moment? Donc en fait, en France, les gens ne connaissent pas du tout cette histoire. Et quand je la raconte, alors ils sont intéressés. En général, ça les intéresse beaucoup. Mais ils s'étonnent d'ailleurs. Quelques-uns osent s'étonner quand même qu'on n'en parle pas du tout, que ça ne soit pas connu. Alors ce que je pense aussi, c'est que le rôle qu'ont joué les Anglais et les Français en 1922 est tel que peut-être ils ne sont pas si fiers que ça et qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler beaucoup. Είναι πάρα πολύ όμορφη η κουβέντα. Cette discussion est vraiment très, très intéressante et il y a un peu plus de monde là dans le public qui est arrivé et peut-être que ce serait bien de les impliquer dans ce débat. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question ou faire un commentaire? Απλά διατυπώθηκε Il a été dit
que donc cet aspect de l'histoire grecque n'est pas très, très connu à l'étranger. Mais je crois que l'aspect turc et tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose de plus connu parce que c'était Kemal Atatürk, la fin de l'histoire ottomane, la création de l'État turc. Et je crois que cela est important pour plusieurs peuples au Moyen-Orient. C'était un moment où un impérialisme, cette catastrophe, l'Asie mineure et cette guerre, et en Turquie, on l'a appelé une guerre d'indépendance, alors que l'Empire ottoman était très impérialiste, mais cela apparaît un peu comme l'impérialisme qui avait été renvoyé, chassé. Monsieur Soloup a été traduit en Turquie. Et comment est-ce qu'on appréhende en Turquie donc cet aspect-là qui concerne les Grecs, concernant une histoire qu'ils connaissent et qui est très importante pour eux et qui a été perçue d'une manière nationaliste. Je me demande comment est-ce qu'ils appréhendent l'autre partie, la partie grecque, disons. Je ne sais pas si Manolis a été publié en turc. Je vais répondre au dernier volet de votre question parce que la mise en corrélation entre turc et grec sur une question telle qu'Aïvali est intéressante. Cette œuvre a été traduite en turc et la traduction en français et en turc a eu lieu en 2015. Donc, les réactions du côté turc ont été beaucoup plus fortement émotionnelles que celles des Grecs. En Grèce, vous comprenez que ce livre a circulé un peu partout. Il y a eu des expositions, des présentations, etc. Bien sûr, l'émotion des Grecs sur cette question va de soi. Mais ce que j'ai vécu, donc, c'était le vif intérêt manifesté par les Turcs. Et je crois qu'il ne faut pas parler de façon simplificatrice. Il y a de nombreux types de Grecs et de nombreux types de Turcs. Des Grecs nationalistes et des Turcs nationalistes et aussi des personnes qui pensent comme nous. Et je me suis retrouvée devant des publics en Turquie comme celui qui est ici ce soir. Donc, qui souhaitent essayer de trouver un point d'accord. Et les personnes que j'ai rencontrées à Istanbul et à Ivali, c'était des gens très, très, très émus par cet ouvrage. Et il y a encore des personnes aujourd'hui qui essayent de trouver un point commun, un point d'entente. Et il y a une expression dans Aïvali, les petits-enfants de Lausanne. C'est ce qui s'est passé donc dans nos cas. Nous sommes les deuxième, troisième génération de réfugiés d'Asie mineure et nous vivons encore ce traumatisme. Et en avril, lorsque nous étions à Paris avec Alain, dans un panel de ce genre, une question a été posée par le public et nous vivons tous l'Ukraine aujourd'hui et tout ce que nous voyons à la télévision. Et j'avais dit à ce moment-là la chose suivante. Moi, je suis donc maintenant d'une famille de réfugiés de troisième génération et nous continuons à parler de cette question. Imaginez donc que les enfants, les Ukrainiens qui sont actuellement réfugiés, dans 100 ans, leurs petits-enfants vont peut-être continuer à parler de ce problème. Je me souviens, une fois, j'ai vu pendant la guerre du Kosovo, j'ai vu à la télévision un reportage. C'était un jeune Kosovar, enfin un jeune qui devait avoir 30-35 ans, parce qu'il avait un petit garçon qui avait 5-6 ans. Et il avait été interviewé par la BBC. Et le journaliste, il se trouve que tous les gens de son village avaient été massacrés.
ou presque. Et lui, il n'était pas là quand le massacre a eu lieu. Donc, quand il est arrivé, il a découvert ce massacre. Et il était avec son fils, et il montrait à son fils ce qui s'était passé. Et le journaliste de la BBC lui disait, mais pourquoi vous montrez ça à votre fils qui est petit? Il a dit, pour qu'il n'oublie jamais ce que les Serbes nous ont fait. Et je me disais, le devoir de mémoire, c'est un problème quand même. Parce que, est-ce qu'avec le devoir de mémoire, on ne risque pas d'entretenir aussi le devoir de vengeance? Comment peut-on éviter c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre, mais d'entretenir le passé, est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'entretenir les plaies, les cicatrices, et donc faire ressurgir à tout moment des haines ancestrales? Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution, quoi. C'est pour ça que voilà, je suis plus sur ces questions-là, je suis plus dans l'interrogation. Je me dis quelquefois on me demande, parce que j'ai enseigné la philosophie, et quelquefois on me demande, mais à quoi ça t'a servi la philosophie? Et j'ai dit, la philosophie ne m'a jamais servi à donner des réponses aux questions que je me posais, ça m'a simplement aidé à mieux les formuler pour vivre en paix avec elles. Et je crois que c'est un peu ça mon problème par rapport à ça. Merci beaucoup. Les deux auteurs, on voit alors que M. Soloup, c'est bien explicite qu'il s'agit d'un traumatisme, d'une tension, il s'agissait d'un besoin. L'écriture de son livre, si j'ai bien compris, c'était un besoin. Vous, M. Glucos, vous avez très très bien donné cette très intéressante métaphore du vase. Vous avez dit qu'il s'agissait que vous écriviez dans la solitude, les virgules et les points-virgules. Et ce qui est très intéressant, puisque la question était posée, à qui s'adresser? Est-ce qu'il y avait une adresse? La façon dont vous nous expliquez cette question de mémoire, que c'est très compliqué, alors je comprends comme cette façon d'écrire dans la solitude, de s'adresser à vous-même, comme c'est une expression, l'écrivain n'écrit que pour lui-même. Alors, ma question par rapport à pourquoi vraiment vous avez écrit ce livre, et est-ce que dans cette métaphore du vase, si on prend qu'il y a un vide dans ce vase, est-ce que par rapport à ces points-virgules, est-ce qu'il y a un point d'interrogation au-delà du traumatisme qui reste dans le vide de ces vases-là que vous avez reconstitués? Et la question à vous, Monsieur Soloup, est-ce que ça a eu un effet d'apaisement, votre livre, ce qui revient par rapport à la question de mémoire? Est-ce qu'il faut... Je veux bien répondre pour commencer. J'aime bien le fait que vous évoquiez le vide qu'il y a à l'intérieur du vase, et que vous demandiez s'il y a un point d'interrogation. Je pense que il y a... Alors, j'ai envie de faire deux réponses. La première, c'est, je pense à une écrivaine irlandaise qui s'appelle Edna O'Brien, et à qui on demandait un jour pourquoi vous écrivez, et qui disait « j'écris pour repousser le vide ». Et en ce qui concerne la question, le point d'interrogation, il y a une chose qui est très étrange dans l'histoire de mon père,
c'est que mon grand-père a été tué par les Turcs. Mais je ne sais pas comment il est mort. Ceux qui ont lu mes livres ont pu s'en rendre compte. On m'a raconté, mon père m'a raconté 3 histoires différentes. C'est pour ça que, vous voyez, et je n'ai jamais su quelle était la bonne. Et je crois que ce qui a fait que j'ai écrit, c'est que ces 3 histoires, ces 3 morts différentes de mon grand-père, pour moi, faisaient littérature. C'était romanesque. Il fallait que je l'écrive, ça. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Et il y a un journaliste un jour qui m'a dit « J'ai lu votre livre et je pense que vous avez écrit ce livre pour faire un cercueil à votre grand-père. Parce que votre grand-père, finalement, il a peut-être été dévoré par les chiens, peut-être dévoré par des monstres marins, il a peut-être été enterré dans une fosse commune, et vous lui avez donné une tombe, c'est ce livre. » Donc je crois que le livre est né de ce point d'interrogation. Comment était mort mon grand-père? Et dans mon cas aussi, quelque chose d'équivalent s'est passé. Le livre était une tentative de répondre à des questions personnelles et le livre se termine sur une question. Et en dépit des questions, des nombreuses questions qui ont été posées et de la question finale, sans apporter une réponse, et c'est peut-être la différence entre nos livres et toute cette production qui est sortie en Grèce, où on ne décrit pas la catastrophe d'Asie mineure, mais l'itinéraire des personnes, son grand-père et nos grands-parents, mes grands-parents, et pourquoi est-ce qu'on revit cela aujourd'hui? Ce qui était important, donc, et ce besoin, c'était de mettre en ordre un petit peu toutes ces questions en nous. Et dans ce processus, dans cet itinéraire, plusieurs personnes en Grèce et dans d'autres pays ont exprimé des besoins analogues et des quêtes analogues. Et vous ne pouvez pas imaginer combien d'histoires à Bruxelles, à Paris et dans plusieurs pays sont nées, ont été à partir de mémoires analogues, pas nécessairement en relation avec la catastrophe d'Asie mineure. C'est allumé. Alain Glikos, vous disiez que le monsieur du Kosovo n'aurait peut-être pas dû montrer à son enfant les décombres, enfin, tout le mal qui avait été fait par les Serbes. Et vous, à la façon dont vous parlez de votre histoire, on sent qu'il n'y a aucune haine ni ressentiment. Et je voulais savoir si de la part de votre père, il y avait, je ne pense pas, mais de tels sentiments de colère. Des Turcs qui avaient tué son père et d'autres personnes de la famille. Comment est-ce qu'il vous le racontait? Comment est-ce qu'il l'avait vécu, cette histoire? Alors, je n'ai jamais ressenti de sa part de la colère, de la haine, d'un esprit de vengeance. Lui, il considérait, il avait un discours un petit peu philosophique et général au fond, sur la guerre. Et il disait, c'était la guerre. Probablement que les Grecs ont fait aussi des mauvaises choses, il disait. Les Turcs ont fait des mauvaises choses. Et il ne voulait pas nous entretenir justement dans un esprit de vengeance, de haine. Et il y a une chose ça va me permettre de revenir à la notion de mensonge et de vérité de tout à l'heure. Même si j'ai écrit pour moi, à un moment donné, quand même, j'avais envie, dans mon texte, de transmettre quand même quelque chose de positif. Et j'ai inventé, dans Manolis, j'ai inventé une histoire d'amour entre mon père qui avait 7 ans et une petite Turque qui s'appelle Nevra,
et qui avait 6-7 ans aussi. Et un jour, parce que j'avais envie aussi, pour les gens et les enfants qui liraient ces textes, de leur montrer que les Turcs et les Grecs pouvaient s'aimer, que c'était possible, etc. Même si j'ai conscience que les choses sont plus compliquées. Et un jour, une de mes petites nièces a demandé à mon père, elle lui dit, mais dis-moi, papou, c'est vrai cette histoire que tu étais amoureux d'une petite Névra? Et mon père lui a dit, bien sûr que c'est vrai. Et à moi, il m'a dit, je lui ai dit ça parce que je ne voulais pas que tu passes pour un menteur. Voilà. Et voilà. Θέλω να πω κάτι στον κύριο. J'aimerais dire quelque chose à Monsieur Soloup. Moi aussi, je suis la troisième génération de réfugiés. Je voudrais vous dire à propos de ce sentiment que vous avez rencontré à Ivali et l'émotion donc qu'ont vécu ces personnes. J'aimerais vous faire part d'une mémoire. Ma grand-mère qui est partie ils sont partis du pont en 1922, près de Trébizonde. Le jour où ils partaient, elle avait donné la clé à ses voisines, des femmes turques qui pleuraient à chaudes larmes. Et elles leur ont promis que cette maison, qui était sur le rivage, personne n'allait jamais l'habiter, personne n'allait voler les objets. Et dans les années 90, un de mes cousins est allé trouver cette maison et qui était restée intacte. Les femmes turques, bien sûr, ne vivaient plus là-bas, mais il y avait un de leurs enfants qui lui a dit: «Oui, je me rappelle la grand-mère Ifigenia qui me racontait que dont ma grand-mère me parlait». Et cela montre l'affection qui existait entre Grecs et Turcs qui étaient voisins. Vous avez dit quelque chose de très important, un mot-clé, à savoir la clé, le mot-clé, la clé. Dans mes recherches, les recherches que j'ai faites et les lectures que j'ai faites, dans des témoignages personnels, il est très intéressant de voir comment les Grecs et les Turcs ont géré la question des clés de ces maisons. Chez Prévelakis, lorsque les Turco-Crétois partent d'Héraclion et de Rétimnon, il y en a qui jettent les clés à la mer, d'autres qui les gardent avec eux. Des histoires de nombreux Grecs qui gardaient les clés et les familles ont encore les clés. Un ami musicien décédé, l'histoire de sa grand-mère qui, dans son délire, au moment de sa mort, atteinte d'Alzheimer, leur avait dit où se trouvait la clé sur le toit et sont allés la trouver. Donc, sur un plan sémantique, un élément important, la clé en tant que clé. Et en ce qui concerne la mémoire, ce qu'Alain a dit, la première génération, ceux qui ont perdu leur maison et ont subi la guerre, la plupart d'entre eux ne ressentaient pas de haine à l'égard des Turcs ni les Turcs dans le cadre de l'échange des populations. Et Libita Tarsel, une psychologue clinicienne, analyse très bien cette question. C'est la deuxième génération des réfugiés qui a apporté la mémoire et l'idéologie et la construction. Et cette deuxième génération de Grecs et de Turcs ont considéré les autres comme des ennemis, des adversaires. Et la troisième et la quatrième génération est celle qui réfléchit de nouveau et qui se demande qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. Maintenant qu'on a commencé à faire part de ces mémoires, moi je suis une deuxième génération, ma mère, sa famille est venue de là-bas et très
il est possible qu'ils aient voyagé avec le père d'Alain. Ils sont partis de Tchesmé et leur village était plus près de Tchesmé, à Iaparaskevi, d'Aliane actuellement. Je suis allée plusieurs fois. Nous avons trouvé la maison. Nous sommes allés avec tous les frères et sœurs qui ont survécu à la fin des années 80. Nous avons trouvé la maison, pris des photos, etc. Et ils sont donc passés à Chios. Et je voulais rappeler quelque chose dont on ne se souvient pas. Ils étaient partis aussi en 1914, mais là, c'était le départ final. Après la Première Guerre mondiale, des problèmes s'étaient posés et il y en avait qui étaient partis à Chios, ils habitaient dans un monastère, dans une... ils vivaient dans un monastère, dans une cellule, plusieurs familles. Je dis maintenant de manière fragmentaire plusieurs choses. Ma mère, lorsqu'ils sont rentrés, j'ai oublié de te montrer le terrain, parce qu'ils pensaient toujours qu'à un certain moment, ils retourneraient là-bas, ils retourneraient dans leur maison, ils retrouveraient leur champ, etc. Et peut-être qu'ils n'avaient pas de haine à l'égard des personnes, et moi non plus, je ne ressens pas cela. À la fin de ce mois, une collègue turque va venir habiter chez moi, j'ai habité chez elle. Ma mère disait très souvent, c'est ce qui est mal qui a tout provoqué. Peut-être qu'avec les voisins, on n'avait pas de problème, mais c'était pas bien sûr seulement Kemal, mais c'était Kemal qu'elle invoquait. Et il y en a beaucoup qui sont partis d'ici et qui sont allés là-bas, mais ils sont partis dans d'autres circonstances. Après la signature des accords, des traités, donc les Turcs sont partis en 1924, et bien sûr, c'est un déracinement, mais ce n'est pas dans les circonstances aussi sauvages qu'en 1922. Les circonstances étaient donc différentes. J'aurais aimé être écrivain et écrire tout ce que ma pauvre mère essayait de nous raconter. À cette époque-là, on s'ennuyait un petit peu et on lui disait, ça y est, ça suffit, on ne veut pas en entendre davantage. Voilà, merci. Je pourrais juste signaler encore quelque chose, ce qui peut-être donnera lieu à une prise de position de la part de Alain et d'Andonis. On parle de bande dessinée, comics en grec, et il y a une bande dessinée très intéressante de Michel Kitschka aux éditions Mammouth, parce qu'on parle donc des générations, deuxième, troisième, etc. Et le titre, c'est la deuxième génération. Cela concerne un fils survivant de l'Holocauste, donc une autre catastrophe qui a eu lieu plus tard en Europe. Mais ce livre a un sous-titre énigmatique et en même temps intéressant, suggestif. Et, le sous-titre du livre, donc le titre, je redis, La deuxième génération, c'est autobiographique. Kitschka parle de lui-même et de sa relation avec son père survivant. Et le sous-titre est « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». Non pas ce que mon père ne m'a pas dit, ce que je n'ai pas dit moi à mon père. Troisième génération, deuxième génération, la discussion a eu lieu. Ce que vous n'avez pas dit à votre père, grand-père, à votre enfant, à vous-même, à nous, est-ce que c'est ça qui a donné lieu à vos livres? Et on pourrait terminer sur ce point. Question, et c'est une question difficile. Il y a probablement toutes les questions que je n'ai pas posées à mon père, ça c'est sûr, mais ça,
tout le monde a vécu cette expérience quand les parents sont morts, de dire « Ah là là, mais pourquoi je n'ai pas posé toutes ces questions que j'aurais dû poser, etc. » Mais la question que vous posez est différente, parce que la question que vous posez, c'est qu'est-ce que je n'ai pas dit euh, euh, Eh bien, comme je ne lui ai pas dit, je ne sais pas. Tu gardais la question difficile pour la fin. Ces livres, je crois, ont ouvert un compte. Ils ne l'ont pas clôturé. Et l'envie de poser des questions continue d'exister. Mon expérience à partir d'Aïvali, c'est qu'un chapitre s'est ouvert qui ne se termine jamais. Je reçois sans arrêt des informations. Et lorsqu'à Bruxelles, nous avons fait une présentation, une Belge d'origine grecque qui était venue aussi au musée Benaki à l'exposition, et on avait gardé un contact. Et je lui avais dit que mon grand-père et ma grand-mère s'étaient mariés à Bruxelles. Je terminerai donc pas avec ma réponse, mais par quelque chose qui, lorsqu'on ouvre cette boîte, il y a des choses qui sortent. Jusqu'à ce que j'aille à Bruxelles, et après une présentation à Paris en 2016, elle avait trouvé, donc cette personne, elle avait trouvé à Anvers les documents du mariage, les actes de l'état civil du mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Et lorsque je suis revenue en Grèce, qui sont encore en vie, 90 et 93 ans, et pour la première fois à cette époque-là, ils ont vu l'écriture de la grand-mère Maria et de grand-père Angelos manuscrite et leur date de naissance qu'ils ne connaissaient pas. Où le mariage avait eu lieu à Bruxelles et des données, des informations personnelles qu'ils ignoraient pendant toute une vie. Et vous comprenez donc qu'une fois qu'on ouvre cette boîte, c'est sans fin. Euh, quand je voyageais, et notamment quand j'allais en Grèce et que je revenais et que je racontais à mon père ce que j'avais fait, il me disait, bon, très vite, il me coupait la parole et il me disait, bon, mais c'est très bien, tu as fait un bon voyage, l'important c'est que tu sois revenu. Et je ne comprenais pas, ça m'agaçait. Il dit quand même, il pourrait s'intéresser à ce que je fais. Et en écrivant Parle-moi de Manolis, j'ai compris, parce que la littérature, comme l'art, c'est ce que disait Paul Klee, l'art ne décrit pas le réel, il révèle. Et d'écrire Parle-moi de Manolis, ça m'a révélé que si mon père disait ça, c'est parce que lui n'était jamais revenu. Et peut-être que ce que je n'ai pas dit à mon père, c'est ça. Je ne lui ai pas dit que finalement, s'il m'avait dit ça, c'est parce que lui n'était pas revenu, qu'il n'avait jamais revu sa mère. Et en même temps, je pense que de ces voyages en Grèce, moi non plus, je ne suis pas revenu. Οι αποφωνήσεις. Je crois qu'on devrait clore sur ce point suite à cette si belle discussion. Nous remercions Alain Glikos et Soloup pour cette si belle discussion et on peut continuer en examinant leurs livres qui sont présentés à l'entrée de l'auditorium. Je vous remercie beaucoup.